bonjour. Alors ça parle d'un héros grec de la mythologie qui a participé à la guerre de Troie et qui rentre chez lui. Ça commence au moment où la guerre se termine et où il va rentrer chez lui. Et ça reprend un thème qu'on retrouve évidemment bien sûr dans l'Odyssée, celui du retour du héros grec après la guerre. Et évidemment, il ne va pas pouvoir rentrer très vite, il va y avoir des obstacles sur son chemin. Il va trouver des compagnons de route qui vont l'aider. Voilà, il se passe tout un tas de choses. Alors c'est un héros que j'ai trouvé dans l'Iliade. Il est cité une seule fois. Et en fait, je cherchais un héros qui soit pas très connu pour raconter un peu cette histoire. Et je suis tombé sur lui dans un passage qu'on saute tout le temps. C'est le catalogue des navires, où pendant 3 ou 4 pages, on va avoir le descriptif vraiment de toutes les forces en présence à Troyes. Et, et bien sûr, bon, à part pour les spécialistes, c'est quand même pas très très passionnant. Et donc là, moi j'y suis allé, je l'ai lu et j'ai trouvé le héros en fait avec le moins de navires. Il faut savoir que ce catalogue détaille en fait donc tous les héros qui viennent. On nous donne leurs parents, quelques caractéristiques et surtout le nombre de navires avec lesquels ils arrivent, sachant que ça détermine leur puissance. Il faut savoir que par exemple Agamemnon, qui est le chef de l'expédition, il arrive avec plusieurs centaines de navires. Et quand j'ai vu Nireus, il avait 3 navires. Et je me suis dit, ah ça c'est bien, moi je veux un héros peu connu. Et le fait qu'il apparaisse qu'une seule fois dans l'Iliade, ça me permettait d'avoir pas mal de liberté. Alors oui, c'est une thématique contemporaine, mais en fait, en réfléchissant, on se rend compte qu'elle est déjà quand même pas mal traitée dans la mythologie grecque, en fait. Quand on réfléchit, déjà, il y avait une épopée en fait qui est pas très connue parce qu'elle est perdue aujourd'hui, on n'en a que des fragments, qui s'appelait les nostoi, c'est-à-dire les retours, et c'est le motif que j'ai traité dans un premier temps, ce retour des guerriers. Et en fait, pour la plupart, hein, ça se passe extrêmement mal, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se réinsérer. Alors évidemment, c'est traité de façon mythologique, c'est-à-dire que les épouses essayent de les assassiner, ils n'arrivent pas à rentrer chez eux, etc. Mais je pense que métaphoriquement, ça parle déjà vraiment de cette difficulté du retour du soldat chez lui. Et voilà, chez les Romains, il y avait aussi des rituels en fait pour un peu sortir de cette espèce de fureur guerrière qui tenait le guerrier. On a ça dans les Horaces et les Curiaces. Donc on passe d'un monde à l'autre, donc c'était déjà traité. Mais évidemment, pour nous, c'est un nouvel écho parce on s'y est beaucoup intéressé ces dernières années. Alors oui, ce qui m'intéressait en fait, c'était qu'on se situe à une période qui marque vraiment la fin des héros. C'est-à-dire que la mythologie en fait s'arrête avec, d'une certaine manière, avec la mort d'Ulysse. Quand Ulysse est mort, il n'y a plus d'aventure, la race des héros s'éteint, et c'est une nouvelle race qui va, race au sens de génération, de type d'humanité. On sait que dans la mythologie grecque, il y en a plusieurs qui succèdent. Et la nôtre, celle de nos jours, la race de fer, c'est celle qui vient donc juste après la mort d'Ulysse. Et c'en est une qui est effectivement pas terrible telle qu'elle est décrite dans la mythologie, puisque au lieu de vivre très très longtemps, on meurt très jeune, on est soumis aux maladies, on n'a plus la même force que les héros mythologiques, etc. Et ça me semblait très intéressant vraiment de me situer à cette césure, c'est-à-dire que la mythologie est encore là, elle est en train de disparaître, on sait que ça va s'arrêter, que les héros, beaucoup sont morts à la guerre, et qu'il n'y en a pas d'autres vraiment qui se présentent. Et on retrouve un peu cette idée aussi dans l'Énéide, c'est-à-dire que moi je me suis inspiré à la fois de l'Iliade et de l'Odyssée, hein, c'est donc Nireus, en fait, il fait une odyssée seconde, hein, il reprend à certains moments, il va croiser Ulysse. Cette idée, on la trouve déjà dans l'Énéide, où il y a aussi ce fait que Énée passe dans les traces d'Ulysse, il recroise les sirènes et tout. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est que pour nous, c'est plutôt une lecture moderne,
En fait, c'est la césure entre le mythe et l'histoire. C'est-à-dire, en gros, d'une certaine manière, on peut considérer que quand la mythologie s'arrête, l'histoire commence. Et l'histoire, elle va commencer avec Énée, et Énée va être celui qui va conquérir le territoire sur lequel on fondera Rome après, sachant qu'Énée lui-même vient de Troie. Et donc, c'est pour ça que le héros apparaît aussi dans le roman, parce que je voulais montrer cette transition entre les deux. Et d'ailleurs, le titre même de la Niréide, c'est une allusion évidemment à l'Énéide. Et il faut savoir que le terme en français, le nom français de Niréus, normalement c'est Niré dans sa transcription, enfin, tel que je l'ai trouvé dans les textes, alors qu'en grec c'est Nireus. Et là aussi, j'ai choisi un nom qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire que j'ai fait Nireus, qui reprend à la fois la forme grecque et qui en même temps se prononce à la latine. Et donc ça montre aussi comment il va passer de l'un à l'autre. Et en gros, d'une certaine manière, on va rencontrer Ulysse au début du roman et on va croiser Énée à la fin du roman. Il y a vraiment une transition aussi vers tout ça. Oui, alors c'est bon avec le temps que ça s'est formé, puisque ça fait des années que j'y travaille. Euh, en fait, en, en, en m'intéressant à la littérature médiévale, je me suis rendu compte qu'il y avait un texte, c'est Jean Bodel, un poète français, qui essayait de décrire en fait les trois types d'inspiration médiévale. Et il disait qu'il y avait trois matières qu'il fallait absolument connaître. Donc la matière de Rome, qui pour lui en gros c'est la mythologie gréco-latine et l'histoire gréco-latine. Il y avait aussi la matière de Bretagne, donc Arthur, les chevaliers de la table ronde, et la matière de France, qui concerne Charlemagne et les Preux, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais commencé à traiter effectivement d'un côté la matière de Rome avec Niréus, à la Niréide. Quand il s'est agi en fait de travailler dessus et d'en faire vraiment une espèce de trilogie thématique, je suis allé voir Mnemos et j'ai proposé en fait en disant voilà, j'aimerais bien en faire un ensemble. Bien sûr, ça peut se lire complètement séparément, mais l'idée c'est de montrer une espèce de continuité et un peu de retourner aux sources de l'inspiration de la fantaisie contemporaine aussi, parce que voilà, l'inspiration arthurienne, elle est évidente dans beaucoup de fantaisies. Pour la renouveler, on a aussi de plus en plus utilisé la mythologie grecque. Donc le deuxième volet un peu de ce projet, ce serait de travailler sur la mythologie, enfin pas la mythologie, mais la légende arthurienne, avec un gros volume qui devrait sortir l'an prochain chez Mnemos. Et là, je travaille actuellement sur une grosse réécriture en fait de la geste carolingienne. Alors c'est beaucoup de boulot parce qu'en fait, elle est finalement très peu connue. Elle est complètement éparpillée. Il y a très peu de synthèse en fait à travers il y a plus de 70 chansons de gestes qui restent. Beaucoup ne sont pas traduites. Moi, je connais pas l'ancien français, donc je dois m'en remettre à des traductions. C'est trop de travail pour moi d'aller chercher et d'aller traduire moi-même, j'en suis pas capable. Donc voilà, il y a un gros travail de documentation. J'ai réuni des livres depuis 2 ans à peu près, que je lis au fur et à mesure. Et là, je suis en train de rédiger donc cette épopée. Et l'idée, donc, ce serait effectivement vraiment d'apporter les trois pierres un peu classiques, un peu de patrimoine, si on veut, entre effectivement la matière la matière de Rome, la matière de Bretagne et la matière de France. Donc là, en 3 ou 4 ans, on devrait à peu près tout couvrir. Comme ça, et c'est évidemment un travail très excitant. Alors, justement, voilà, c'est effectivement l'idée, c'était de se renouveler, et donc très souvent, on présente des héros quand même positifs qui s'en sortent. Ulysse, c'est l'homme aux 1000 tours, et Achille dans l'Iliade, c'est celui qui tue tout le monde. Même s'ils ont des faiblesses, c'est quand même vraiment des héros. Et moi, comme voilà, je traite d'une période de transition, je ne pouvais pas rester avec un héros classique. Il me fallait un héros faillible, mais vraiment faillible. Et c'est comme ça que j'ai cherché Niréus en fait. Quand j'ai cherché, je disais tout à l'heure que je voulais vraiment qu'il soit pas très puissant.
J'ai vraiment cherché le moins puissant, et parmi ses caractéristiques d'ailleurs, on dit qu'il est le plus beau après Achille. Et donc même là, il est numéro 2. Et ça me plaisait beaucoup, parce que d'un côté, il y a une certaine liberté, puisqu'on peut vraiment inventer quasiment n'importe quoi, hein, parce que même en cherchant sur Nireus, il y a d'autres textes, hein, sur la guerre de Troie, mais on sait très très peu de choses sur lui. Et tout ce que j'ai trouvé, je l'ai mis dans le roman. Mais le reste, vraiment, j'avais les coudées franches. Mais mon envie, c'était vraiment d'aller chercher un peu un personnage de loser, parce que c'est vraiment la fin de la mythologie. Donc il ne peut pas arriver en vainqueur. C'est plus le moment de ça. Et il fallait qu'il incarne en lui-même vraiment cette fin de la mythologie, et même d'une certaine manière cette fin des dieux olympiens. Hein, on verra que son histoire a des conséquences jusque dans l'Olympe. Et c'est ça qui me plaisait. Il y a quelque chose de, même quand il refait l'Odyssée, qu'il rentre chez lui, il y a déjà quelqu'un qui est passé avant lui, c'est Ulysse, et à chaque fois, lui, il peut que constater, ah bah oui, mais Ulysse est déjà passé avant, et moi, je ne fais que refaire tout ça. Et donc, c'est ça qui me plaisait. Donc, il y a le côté un peu traumatisé, il y a le côté loser, mais qui l'assume finalement. Bon, bah, au bout d'un moment, il se fait l'idée, voilà, bah, c'est la loose, bah tant pis, j'y vais quand même. Est-ce que les gens veulent que je sois un héros? Ok, je vais faire le héros parce que bah, il le faut bien, et puis quand ils auront plus envie, je cesserai de faire le héros, etc. Donc c'est ça un peu le fond du personnage qui me faisait vraiment envie.